le quadripole. Le quadripole, il est constitué de 4 bornes. De 4 bornes, donc comme c'est indiqué ici. Comme c'est indiqué ici. Regardez, vous avez 2 bornes à l'entrée et 2 bornes en sortie. D'accord? 2 bornes à l'entrée et 2 bornes en sortie. Alors, et là, donc à partir de cette définition, on définit les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Alors, les paramètres d'entrée, ce sont les grandeurs I1 et V1. Donc, c'est la tension d'entrée et c'est la tension d'entrée et c'est le courant d'entrée. Et en sortie, vous avez la tension de sortie et le courant de sortie. D'accord? Et voilà, donc vous avez, donc c'est ce qui représente, c'est ce qui caractérise un quadripole. Donc, les paramètres d'entrée, c'est le courant d'entrée et la tension d'entrée. Les paramètres de sortie, c'est le courant de sortie et la tension de sortie. OK? Alors, à partir de ces paramètres, on peut caractériser donc notre quadripole. Alors, en quoi il est utilisé ce quadripole? Il est utilisé en télécommunication, en système de contrôle, pour les systèmes, les systèmes électroniques, d'accord? Et les systèmes électroniques, donc dans les micros, les micro-ordinateurs, les téléphones portables, etc. Donc, nous avons, comme si nous avons un signal d'entrée et un signal de sortie. D'accord? Voilà. Donc, ce quadripole, on va beaucoup l'utiliser. Il est très utilisé en électronique. Voilà. Bon, pour le moment, on va commencer avec les quadripoles passifs. Passifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont constitués uniquement de... Donc, ils sont constitués uniquement de composants passifs, d'accord, comme tels que les comme on l'a vu, donc c'était la bobine, le condensateur, la résistance, d'accord. Tous ces composants sont des composants passifs. Pour le moment, on va commencer avec ça, mais en fait, pour l'année prochaine, on va utiliser des quadripoles à base de transistors, donc c'est des quadripoles actifs. C'est quoi la différence? Un quadripole passif ne contient pas des sources d'énergie, mais un quadripole actif, il contient des sources d'énergie, telles que le transistor. Donc là, la convention de signe, elle est importante. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs conventions, c'est-à-dire vous pouvez trouver des conventions, une convention telle que ici, si vous avez remarqué, le courant, il est entrant. Là, les courants, ils sont entrants au quadripole, dans le quadripole. D'accord? Mais il y a d'autres conventions où les courants sont sortants, par exemple, ou bien entrant par là et sortant par là. OK? Mais pour le moment, nous, on va utiliser et adopter cette convention, c'est-à-dire les courants sont entrants dans le quadripole. Le courant d'entrée et le courant de sortie. D'accord? Donc, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc, pour cela, là, on a défini ce que c'était qu'un quadripole passif, etc. Et maintenant, on va voir donc les différentes représentations matricielles. Ce sont des modèles associés au quadripole. C'est-à-dire que on adopte cette représentation de quadripole, en fait, c'est pour nous faciliter la tâche. Des fois, en fait, on a des chaînes comme ça de circuits, d'accord, de blocs de circuits, de réseaux, et puis donc ça fait une surcharge pour l'ingénieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va si vous voulez, on va partager les tâches, c'est-à-dire on va les diviser en blocs, donc quadripole 1, quadripole 2, etc. Et chaque quadripole, donc, il va, si vous voulez, apporter
un comportement pour le signal. D'accord? C'est-à-dire que chaque quadrupole, il agit différemment pour le signal. Donc, à l'entrée, vous avez un signal, à la sortie du quadrupole, vous avez un autre signal. Il présente un autre déphasage, une autre c'est-à-dire amplitude, etc. Donc, on adopte cette représentation, c'est pour faciliter la tâche aux électroniciens. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour cela, il y a plusieurs représentations, plusieurs modèles ont été proposés. Alors, ici, comme vous avez remarqué, nous avons 4 paramètres, c'est-à-dire I1, V1, I2, V2. La combinaison entre ces 4 paramètres va nous mener à plusieurs représentations mathématiques. Et donc, on va utiliser une représentation matricielle. Alors, en fait, il existe 6, mais nous, on va ne va voir que 4 représentations matricielles. Donc, la première représentation, c'est la matrice impédance, ensuite la matrice admittance, il y a aussi la matrice hybride et il y a la matrice chaîne. Alors, c'est quoi la différence? En fait, ces paramètres, ils sont liés par des équations. Et par exemple, je peux exprimer V1 en fonction de I1 et I2, c'est-à-dire je peux exprimer V1 et V2 en fonction de I1 et I2, comme je peux exprimer V1 et I2 en fonction de I1 et V2, selon le choix de ces paramètres indépendants, j'aurai une représentation. Par exemple, regardez, pour la matrice impédance, on va exprimer V1 et V2 en fonction de I1 et I2. Regardez, voilà, là vous aurez V1, le vecteur V1, V2 en fonction du vecteur I1, I2. Et la matrice dans ce cas, elle s'appelle matrice impédance. Les éléments de cette matrice seront ZIJ, la matrice impédance. Remarquez que vous avez ici des impédances. D'accord? Donc, je vais regarder plus haut. Donc là, nous avons dit qu'il y a 4 représentations. On va commencer donc par la matrice impédance, qui vous donne V1, V2 en fonction de I1 et I2. Alors, la matrice impédance ici, regardez. Alors, V1, la représentation, si vous voulez, le schéma équivalent, parce que cette représentation va donc c'est un modèle, on va essayer de donner un schéma équivalent à notre quadrupole. D'accord? C'est un schéma équivalent, il n'est pas un circuit réel. D'accord? Il est juste équivalent. D'accord? Équivalent veut dire quoi? Veut dire que c'est vrai, on garde V1 et I1 à l'entrée et V2 et I2 à la sortie. D'accord? Mais le circuit, ce n'est pas un circuit réel, c'est un circuit équivalent, juste c'est un schéma. D'accord? Voilà. Donc, au niveau de l'entrée, si vous exprimez l'équation de cette maille, regardez, V1 égale à quoi? Alors, je vais... Voilà. Regardez ici. Là, vous avez V1 égale à Z11 I1 plus Z12 I2. Alors, Z12 ici, I2, c'est un générateur, c'est une source de tension. D'accord? Si vous exprimez l'équation de la maille, cette maille-là, on va l'appeler la maille d'entrée. C'est la maille d'entrée. Et cette maille, c'est la maille de sortie. D'accord? C'est clair. Il est évident que là, vous avez les paramètres d'entrée. Donc, il s'agit de la maille d'entrée. Et à droite, vous avez les paramètres V2, I2 de sortie. Donc, il s'agit de la maille de sortie. D'accord? Alors, V1 ici égale à Z11 I1. Regardez, c'est Z11 I1 plus Z12 I2. Z12 I2. Z12 I2, c'est la force électromotrice de ce générateur de tension. Et de même, en sortie, vous avez, donc l'équation de la maille de sortie vous donne V2, c'est
Z22. Z22 I2 plus Z21 I1. Z22 I2 plus Z21 I1. Alors, on les écrit de cette façon, système d'équation ordonné, I1, I1, I2, I2. Donc, vous aurez les éléments de votre matrice, ça sera Z11, Z21, Z12 et Z22. D'accord. Donc, les éléments de la matrice Z, on les appelle les éléments de la matrice Z, c'est les ZIJ, et la matrice, on l'appelle matrice impédance. D'accord. Donc, la matrice impédance, elle est constituée des éléments ZIJ. OK. Maintenant, on va définir, c'est-à-dire que représente Z11, que représente Z12, que représentent ces éléments ZIJ. Alors, regardez bien, Z11, ce n'est rien d'autre que V1 sur I1 lorsque I2 est nul. D'accord. Et Z21, c'est V2 sur I1 lorsque I2 est nul. C'est-à-dire lorsque la sortie est en circuit ouvert. Voilà. Alors, je répète, lorsque la sortie est en circuit ouvert, c'est-à-dire vous ouvrez par là, bon là c'est représenté comme si on n'a rien du tout ici. En fait, on a soit une charge, soit un deuxième quadripôle ici en cascade. Mais bon, là, on suppose que c'est V2. Pour le moment, c'est V2, d'accord. Alors, regardez ici, Z11, c'est V1 sur et Z11, c'est V1 sur I1 pour I2 égale 0. Pardon. Je reviens ici. Donc, je reviens ici. Z11, c'est V1 sur I1 pour I2 égale 0, c'est-à-dire sortie en circuit ouvert. Que représente Z11? C'est V1 sur I1. Donc, c'est l'impédance d'entrée. C'est une impédance, pardon. Voilà, Z11, c'est V1 sur I1 pour I2 égale 0. C'est une impédance d'entrée lorsque la sortie est en circuit ouvert. Voilà, donc c'est une impédance. Donc son unité c'est ohm et c'est une impédance. Maintenant, pour le deuxième élément, Z, alors Z21. C'est-à-dire, il se trouve, ce sont les deux éléments de la même colonne. C'est V2 sur I1 pour I2 égale 0. Donc, c'est V2 sur I1 pour I2 égale 0. Mais regardez, là, vous avez V2 et là, vous avez I1. Donc, V2, c'est un paramètre de sortie et I1, c'est un paramètre d'entrée. Donc, c'est ce qui, là, quand il s'agit de deux grandeurs, de deux paramètres, c'est-à-dire qui sont pas liés du même côté, c'est-à-dire ils sont pas tous les deux des paramètres d'entrée, ils sont pas tous les deux des paramètres de sortie, c'est un mélange comme ça, eh bien, ça sera une impédance de transfert. C'est une impédance de transfert. Donc, c'est la tension de sortie sur le courant d'entrée. Donc, il s'agit d'une impédance de transfert. Là, c'est une impédance transfert directe. C'est la sortie sur l'entrée, c'est-à-dire V2 sur I1. Donc, là, ça reste toujours une impédance, mais c'est une impédance de transfert. Toujours, Z21, c'est V2 sur I1 pour I2 égale à 0. D'accord. Donc, pour I2 égale à 0, regardez ici, pour I2 égale à 0, je peux déterminer et Z11 et Z21. Par contre, maintenant, pour les deux autres éléments, c'est-à-dire Z22 et Z12, regardez ici, Z12 et Z22, qu'est-ce que c'est? C'est V1
sur Z12, c'est V1 sur I2 lorsque I1 est nul, et Z22, c'est V2 sur I2 lorsque I1 est nul. D'accord? C'est-à-dire à entrer en circuit ouvert, lorsque l'entrée est en circuit ouvert. OK? Donc, je peux définir les autres éléments, c'est-à-dire Z22, c'est V2 sur I2 pour I1 égale 0. Ce paramètre représente bien une impédance, mais c'est une impédance de sortie, parce que les deux grandeurs sont liées à la sortie. Donc, c'est V2 sur I2, donc c'est une impédance de sortie, mais pour I1 égale 0, c'est-à-dire l'entrée, elle est en circuit ouvert. Pour le Z12, c'est donc V1 sur I2. Ah, regardez là, donc là, quand je regarde, il y a ici un paramètre d'entrée et là un paramètre de sortie, donc il s'agit bien d'une impédance de transfert. Mais cette fois-ci, c'est une impédance de transfert inverse parce qu'il s'agit de la grandeur, la tension de l'entrée sur le courant de sortie. Donc, c'est une impédance transfert inverse. D'accord? Pour donner une fonction, une impédance de transfert, on va dire I2 sur V1. Mais donc, c'est l'inverse de I2 sur V1, c'est-à-dire que c'est V1 sur I2. OK? Lorsque l'entrée du quadripôle est en circuit ouvert. Voilà. Donc, c'est V1 sur I2 pour I1 égale à 0. Nous avons donc maintenant défini, vu ce que représente chaque élément de cette matrice impédance. D'accord? Chaque élément, on sait ce qu'il représente. Voilà, donc une fois définis ces éléments, on peut, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, en fait, dans cette matrice, bon, c'est des éléments. On peut avoir Z11, c'est-à-dire la première diagonale, les éléments de la première diagonale, ils peuvent être égaux. Et dans ce cas, comment est appelé notre quadripôle? Et on peut avoir aussi le cas où les éléments de la seconde diagonale sont égaux. D'accord? Donc, on voudrait savoir, enfin, dans chaque cas, le quadripôle, il a une certaine caractéristique. Alors, maintenant, la matrice, élément de la matrice Z, c'est bon. Oh là là. Voilà. Donc, définition 1. Quand les éléments de la seconde diagonale sont égaux, on l'appelle, le quadripôle, il est dit réciproque. D'accord, c'est un quadripôle réciproque. Et cette propriété, elle est caractéristique des quadripoles qui sont constitués d'éléments passifs. Passifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'avait affaire qu'à des résistances, bobines ou condensateurs. D'accord, pas de transistors. Donc là, cette caractéristique, elle est propre au quadripôle passif. Maintenant, dans le cas où les éléments de la première diagonale sont égaux, eh bien, dans ce cas, le quadripôle est dit symétrique. Il est dit symétrique. D'accord? C'est très important. Et dans ce cas, on va voir des exemples. Ce que vous voyez à droite, vous le voyez à gauche. Les bornes d'entrée et de sortie peuvent s'interchanger. Je peux amener ce qu'il y a, d'accord, sans problème. Voilà, donc là, ça concerne les deux définitions qui sont très importantes. Pour un quadripôle réciproque, les éléments de la seconde diagonale sont égaux. Si le quadripôle est symétrique, ce sont les éléments de la première diagonale qui sont égaux. Maintenant, on va faire une application, d'accord, juste pour voir comment pouvoir déterminer ces éléments Z et J. Pardon? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ok.
Alors, on continue. Maintenant, on va voir une application. On va faire une application. Nous avons un quadripôle en T qui est comme ça. D'accord. Alors, un quadripôle en T, comme vous le voyez, les impédances Z1, Z2 et Z3 sont branchées en formant yani la lettre T. D'accord. C'est un quadripôle en T. Donc ici, on voudrait donc ça, c'est le circuit réel, c'est le quadripôle réel. Vous avez trois impédances, ok, et le quadripôle, donc, il est constitué de ces trois impédances. Et on voudrait maintenant déterminer les éléments de la matrice impédance. D'accord. On veut déterminer les éléments de la matrice impédance. Voilà. Alors, comment on fait? Bien, c'est clair. On va chercher à exprimer V1 en fonction de I1 et I2, et on va chercher V2 en fonction de I1 et I2. Pour cela, il y a deux méthodes. Donc, la méthode 1, elle est simple, et c'est-à-dire vous pouvez la voir directement. Elle est elle est simple, elle est plus simple que la deuxième. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, l'équation de la maille. Bon, je vais utiliser les annotations. Voilà. L'équation de la maille ici, regardez, vous avez V1 égale à Z1 I1, ok, plus Z3 I1 plus I2, parce que là, vous avez un nœud. Là, vous avez un nœud, et donc I1 plus I2 égale à I1 plus I2. Voilà, ici, c'est le courant qui traverse Z3. Alors, I1, il traverse Z1, et I1 plus I2, il parcourt Z3. Alors, l'équation de la maille vous donnera V1 égale à Z1 I1 plus Z3 I1 plus I2. Ça fait Z1 plus Z3 I1 plus Z3 I2. De même, donc du côté droit, vous avez V2 égale à Z2 I2 plus Z3 multiplié par I1 plus I2. Voilà, Z2 I2 plus Z3 I1 plus I2. Et donc, c'est-à-dire si on veut écrire ce système sous forme ordonnée, vous aurez Z3 I1 plus Z2 plus Z3 I2. Et là, donc, on peut conclure, regardez, on peut conclure que Z11, c'est le coefficient, le paramètre qui concerne I1. Z12, c'est le paramètre c'est le facteur I2. Et Z3, voilà, c'est Z21. Et Z22, c'est Z2 plus Z3. D'accord. Vous constatez que Z3 ici est égal, c'est-à-dire que Z12 est égal à Z21. Z12 est égal à Z21 égal à Z3. D'accord. On suppose qu'on a affaire bien sûr à un quadripôle passif, c'est-à-dire les éléments sont passifs. Z1, Z2, Z3. Voilà. OK? Donc là, c'est clair. Vous voyez bien que ce quadripôle, il est réciproque du moment que Z21 est égal à Z12. Z21 est égal à Z3 est égal à Z12. D'accord? Donc c'est un quadripôle réciproque. Et puis, il est aussi, il n'est pas symétrique, mais il est symétrique si on avait, regardez, Z11 c'est Z1 plus Z3 et Z22 c'est Z2 plus Z3. Donc si on avait Z1, si Z1 était égal à Z2, dans ce cas, on aurait un quadripôle symétrique. D'accord? Si Z1 était égal à Z2. Voilà. Donc là, c'est la première méthode. D'accord? Nous avons pu obtenir notre matrice impédance et donc déduire tous les éléments. Il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, elle consiste à quoi? Eh bien, on va chercher élément par élément, bien sûr, mais en fait, on va utiliser les conditions ici. Les conditions. On avait dit tout à l'heure que Z11 était égal à V1 sur I1
lorsque la sortie est en circuit ouvert, n'est-ce pas? Lorsque la sortie est en circuit ouvert. D'accord. Et quand la sortie est en circuit ouvert, on peut déduire et Z11 et Z21. Vous pouvez revoir ça avec moi, regardez. Voilà, ici. Alors, quand I2 égale à 0, quand I2 égale à 0, c'est-à-dire sortie en circuit ouvert, eh bien, dans ce cas, je peux déduire les deux éléments de la même colonne, Z11 et Z21. Z11, c'est V1 sur I1, et Z21, c'est V2 sur I1, pour I2 égale à 0. Donc, c'est ce que... Donc, la deuxième méthode, c'est ce qu'on fait dans la deuxième méthode. Alors, Z11, c'est V1 sur I1 pour I2 égale à 0. I2 égale à 0, regardez avec moi le montage. Voilà, votre montage, c'est celui-là. Quand I2 égale à 0, c'est-à-dire que là, il est déconnecté, complètement déconnecté, donc il n'y a pas de courant ici. I2 égale à 0. Donc, V2, donc, ça va être la tension au bord de Z3. Voilà. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, V2, ça va être la tension au bord de Z3. Parce que I2, ça sera égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut déduire V1, d'accord? Et comme I2 égale à 0, donc le courant qui va traverser Z3, ça sera I1. Ça sera I1. Donc, on aura V1 égale à Z1 plus Z3 I1. OK? Et donc, on peut déduire directement V1 sur I1, c'est Z1 plus Z3. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Donc là, V1 sur I1, c'est Z1 plus Z3 du moment que I2 égale à 0. Maintenant, on va passer au deuxième terme qui est Z21. Alors Z21, qu'est-ce que c'est? C'est V2. Voilà, c'est V2 sur I1 pour I2 égale à 0. Alors si V2 égale à 0, si I2 égale à 0, donc V2, ça va être la tension au bord de Z3, c'est-à-dire que c'est Z3 I1. D'accord? Donc Z3 I1 sur I1, ça va être Z3. OK? Et donc on retrouve exactement les mêmes paramètres, les mêmes termes que nous avons déjà trouvés en utilisant la première méthode. OK? Voilà, ça c'est pour les deux termes de la première colonne. Concernant les deux autres termes, Z12 et Z22, eh bien, de la deuxième colonne, on procède pratiquement de la même façon, c'est-à-dire ce sont les éléments qui sont déduits lorsque l'entrée est en circuit ouvert. Donc, le courant, il est nul pour regarder ici, là. Donc maintenant, c'est l'entrée qui est en circuit ouvert. Donc, si vous ouvrez ici, il n'y aura pas de courant ici qui traverse Z1. Et donc, le courant qui va traverser Z3, ça sera uniquement I2. Donc, I1 égale à 0. Donc, le courant qui traverse Z3, ça sera uniquement I2, du moment que I1 égale à 0. Et donc, cette partie, c'est-à-dire la partie gauche ici, pratiquement, je n'ai rien du tout. Je n'ai V1, je vais me déplacer dans ce sens. V1, ça sera la tension aux bornes de Z3, du moment que la tension aux bornes de Z1 est nulle. Donc, V1, ça sera Z3 I2. Et vous pouvez donc déduire V2, c'est quoi? C'est Z2 plus Z3 I2, d'accord? Et donc, vous pouvez déduire là, donc Z12, qu'est-ce que c'est? Ça représente V1 sur I2 pour I1 égale à 0. V1, c'est Z3 I2, donc Z3 I2 sur I2, ça fait Z3. Pour le Z22, c'est V2 sur I2, c'est V2 sur I2 pour I1 égale à 0. Donc, ça représente quoi? Ça représente Z2 plus Z3.
du moment que V2, c'est Z2 plus Z3, I2. Z2 plus Z3, I2 sur I2, ça fait Z2 plus Z3. On retrouve exactement le même résultat déterminé par la première méthode. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour cet exemple? Et ça se coupe un peu, j'ai pas bien entendu. Répétez, s'il vous plaît. Oui. Bon, Z12, regardez, Z12, c'est V1 sur I2 pour I1 égale 0. Très bien. Alors, V1 ici, il est égal à quoi? Vous m'avez pas compris. Répondez-moi, je vous ai dit c'est-à-dire V1 sur I2. Vous savez comment on a établi cette relation. Z12 égale V1 sur I2 pour I1 égale à 0. Très bien. Maintenant, je n'ai qu'à chercher le rapport lorsque I1 égale à 0. Alors, V1, c'est V1 sur I2. Alors, je répète, V1 est égal à quoi à partir d'ici? Regardez bien, Agrari. Non. Le V1, il est ici. Il est là. Voilà. Donc, vous pouvez l'avoir directement. V1, ça représente la tension aux bornes de Z3. Vous suivez, Agrari? Mademoiselle Agrari. Voilà, donc V1, c'est Z3I2. Alors Z3I2, Z3I2 sur I2, ça fait Z3. C'est clair? Très bien, voilà, je vous en prie. Donc maintenant, voilà, donc vous avez les... Et pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si vous êtes là, enfin, les autres. Vous n'êtes que 3 avec moi, d'accord? Qui est avec nous? Non, c'est clair, merci. C'est clair, madame. Je ne vois pas, c'est une voix d'un jeune homme. C'est d'accord. Bon, alors on continue, si c'est clair. Bon, on va voir maintenant la représentation matricielle en représentation admittance, donc la matrice admittance. Alors, le schéma équivalent, alors pour chaque représentation, vous avez un schéma équivalent, hein, d'accord. Alors, on va passer maintenant à la matrice admittance. Regardez, pour la matrice admittance, le schéma équivalent est celui-là. Alors, la matrice admittance, là, c'est c'est le courant qui se divise. À l'entrée, nous avons 2 branches et à la sortie, vous avez 2 branches. D'accord? Par comparaison avec la matrice impédance, regardez la matrice impédance, vous avez, regardez, la matrice impédance, vous avez V1 et V2. Donc, on a affaire à une maille, la maille d'entrée et la maille de sortie. Et pour déterminer donc V1, c'est la somme des autres tensions, de 2 autres tensions. Donc, j'écris l'équation de la maille d'entrée et j'ai l'équation de la maille de sortie.
D'accord? Donc, j'ai V1 ici. C'est comme si vous avez un diviseur de tension ici. C'est la tension qui se divise. Par contre, dans la représentation admittance, vous avez le courant qui se divise. Et donc, nous avons deux branches à l'entrée et vous avez deux branches à l'entrée et deux branches à la sortie. OK? Alors, à l'entrée, donc, on va écrire I1, qu'est-ce que c'est? C'est Y11V1, d'accord? Donc, on écrit I1, I2 en fonction de V1, V2. Vous voyez la différence? Alors, matrice impédance, c'est V1, V2 en fonction de I1, I2. Et matrice admittance, c'est les courants qu'on exprime en fonction des tensions. Voilà, donc I1, c'est le courant I1, c'est le courant qui passe dans cette branche plus le courant qui passe dans cette branche. Le premier courant, c'est Y11V1. Le deuxième, c'est Y12V2. Et donc, on le représente par un générateur de courant. OK? Donc, le courant, c'est Y12V2. Et à la sortie, de même, donc vous aurez Y22I2, V2, pardon, I2, c'est Y22V2, plus Y21V1, plus, donc là, vous avez un générateur de courant donc le courant, c'est Y21V1. D'accord? Alors, maintenant, hein, on a défini, enfin, on a écrit, on a donné le système d'équations qui présente cette représentation. Et bon, l'unité des admittances ici, c'est ohm-1, d'accord? C'est comme pour la conductance, donc c'est ohm-1. Et ou bien Siemens. Siemens aussi, c'est ohm-1, d'accord? Un grand S. Les éléments, donc, c'est Y et J, d'accord? Et donc, vous avez, on appelle Y la matrice d'admittance, I1, I2 en fonction de V1, V2. C'est une matrice, bien sûr, en dimension de 2 fois 2. Et voilà. D'accord. Maintenant, on va définir que représente Y11, que représente Y21, c'est-à-dire que représentent ces éléments. Alors, on commence par Y11, regardez ici. Alors, écoutez, là, Yanné, par comparaison avec la matrice impédance, là, pour déterminer les éléments de la première colonne, qu'est-ce qu'on fait? On annule V2 et non pas I2. Et donc, en annulant V2, c'est-à-dire, on va court-circuiter. D'accord? Alors, tout à l'heure, pour la matrice impédance, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait, on mettait l'entrée ou la sortie en circuit ouvert. Cette fois-ci, non. On les met en court-circuit. D'accord? C'est-à-dire, on joint en court-circuit, soit l'entrée, soit la sortie, ça dépend. Alors, si on veut déterminer les premiers éléments de la première colonne, on court-circuite la sortie. Et si on veut déterminer, alors, si on veut déterminer les deux éléments, les deux termes de la deuxième colonne, on court-circuite l'entrée. OK? On verra tout à l'heure un exemple. Hein? On verra un exemple. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Alors, Y11, ça représente quoi? Ça représente I1 sur V1 lorsque la sortie est en court-circuit. D'accord? Lorsqu'on court-circuite la sortie. Et donc, Y11, qu'est-ce que c'est? Courant sur tension, ça représente quoi? Ça représente une admittance. Une admittance, donc c'est l'admittance d'entrée. D'accord? C'est une admittance d'entrée parce qu'il s'agit uniquement de paramètres d'entrée. Donc, I1 sur V1. C'est pas un mélange, c'est I1 sur V1. Donc, il s'agit bien d'une admittance d'entrée lorsque la sortie est en circuit, lorsque la sortie est en court-circuit. Maintenant, Y21, ça représente quoi? Ça représente I2 sur V1
pour V2 égale 0, c'est-à-dire lorsque la sortie est en court-circuit. Maintenant, Y21, ça représente donc une admittance, mais une admittance de quoi? Répondez-moi si vous m'avez suivi tout à l'heure, puisqu'il s'agit de paramètres différents, on en a 2 ou on a 1. Alors? Très bien, donc c'est une admittance de transfert. Très bien, Agari. C'est une admittance de transfert direct, c'est-à-dire puisqu'on a le 2 sur le 1. Donc, c'est logique. Quand on dit transfert, c'est donc toujours 2 par rapport à 1. Et donc, Y21, ça sera une admittance de transfert lorsque la sortie est en court-circuit. Voilà, nous avons donc défini, regardez, on vient de définir on vient de définir les éléments. Alors, Y1, c'est I1 sur V1, V2 égale 0. C'est l'admittance d'entrée lorsque la sortie du quadrupole est en court-circuit. Oh là là, l'admittance d'entrée, voilà. Et là, c'est Y21, c'est l'admittance de transfert direct lorsque la sortie est en court-circuit. Maintenant, pour Y22 et Y21, Y12, c'est la même chose. Regardez, vous pouvez le déduire directement d'ici. Hein. Alors, Y12, qu'est-ce que c'est? C'est I1 sur V2 lorsque V1 égale à 0, c'est-à-dire lorsque l'entrée est en court-circuit. Bon, Y12, c'est I1 sur V2. Alors, Agrari, ça représente Y12 inverse. Très bien, très bien. Et donc, maintenant, pour le Y22, ça représente quoi? Oui, Agrari, Y22? L'admittance de sortie, puisqu'il s'agit des mêmes, c'est-à-dire des paramètres concernant la sortie, uniquement la sortie. Très bien. Donc, on vient de définir tous ces éléments-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et les autres? Les deux autres, je crois que nous sommes à 3. Il n'y a pas de question, madame. OK. Et mademoiselle Melek, est-ce que tu es avec nous? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Alors, Malish, maintenant, on a fini avec ça. Excusez-moi. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre la matrice, les éléments de la matrice Y et les éléments de la matrice MP dans voilà, la matrice Z. Eh bien, regardez, nous avons la matrice impédance, elle lie le vecteur V au vecteur I. D'accord? Donc, c'est Z, I1, I2. Je peux exprimer, donc, je veux dire que V1, V2 égale à matrice impédance, vecteur I1, I2. Donc là, c'est des mathématiques. Hein? Donc, c'est égal à quoi? À matrice impédance. Et puis, I1, I2, qu'est-ce qu'on a dit? Ça représente Y, V1, V2. N'est-ce pas? Vous suivez? Voilà, donc là, on peut déduire directement, regardez, V1, V2, V1, V2, donc ZY, le produit des deux matrices, vous donne la matrice identité. Et donc, on déduit que la matrice Z, c'est la matrice inverse de la matrice Y. D'accord? Là, c'est des mathématiques. OK. Donc, il y a une relation entre les deux matrices. Maintenant, on va voir une application concernant la matrice Y. Comme on l'a fait pour la matrice Z, on a vu ensemble un exemple, d'accord? Je vous ai donné un exemple en quadripole en T, d'accord? Là, c'est un quadripole en T. On va voir un exemple pour la matrice admittance et pour là, vous avez donc un quadripole en pi. D'accord? Donc, regardez les éléments, enfin les matrices, les impédances Z1, Z3 et Z2 sont reliées en forme de pi. Vous voyez, c'est en forme de pi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien,
la question, c'est la suivante. Déterminer les éléments Y et J de la matrice admittance de ce quadrupole. OK. On a deux méthodes. On peut adopter les deux méthodes, il n'y a pas de problème. La méthode 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, on va exprimer I1, on va essayer d'exprimer I1 en fonction de V1 et V2. Et de même, donc le courant I2, on va essayer de l'exprimer en fonction de V2 et de V1. Eh bien, on y va. Vous pouvez prendre un stylo, une feuille, d'accord, et essayer de réfléchir en même temps. Regardez. Donc là, vous avez le courant I1, il se divise. Bon, je vais utiliser les annotations. Voilà. Vous avez le courant I1 qui se divise en I, petit i, et le courant, en ce courant-là, qui s'appelle, qu'on a appelé I1 moins I. On a appelé I1 moins I. D'accord? Donc, je vais essayer d'exprimer I1 en fonction de V1 et de V2. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Regardez. I1, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le courant qui passe dans Z1. Le courant qui passe dans Z1, qu'est-ce que c'est en fonction de V1? Très bien. Donc, on écrit, donc, moi j'écris avec vous, I1, c'est V1 sur Z1 plus le deuxième courant qui s'appelle petit i. Alors, le deuxième courant qui s'appelle petit i, qu'est-ce que c'est en fonction de Z3 et de V1 et de V2? Regardez, quand c'est une DDP ici. Au banc de Z3, vous avez une DDP, donc une tension. Bon, je vais la représenter, attendez. Voilà, cette tension, c'est la tension. Attendez, je vais utiliser encore ça. Voilà. Alors, cette tension, c'est-à-dire la tension bord de Z3, c'est cette tension, elle est là, donc c'est V1, et puis moins cette tension, ça veut dire que c'est V2 sur Z3, n'est-ce pas? Vous suivez? Je répète, regardez. Je répète dès le départ, dès le début. Alors, regardez, I1, on a dit que c'était le courant qui passe dans Z1 plus le courant qui passe dans Z3. Le courant qui passe dans Z1, c'est V1 sur Z1. Pourquoi? Parce que c'est la DDP au banc de Z1 sur Z1. D'accord. Un courant, c'est quoi? C'est une tension sur une impédance, on va dire, sur une impédance. Alors, cette tension, c'est V1 moins, il se trouve que là, c'est tension nulle. Hein. Je ne l'ai pas mis, mais toujours en bas, vous avez généralement la tension de référence. La référence, c'est V égale 0. C'est la masse, c'est la Terre. D'accord? Donc, c'est V1 sur Z1 plus la tension, plus le courant I. Alors, le courant I, qu'est-ce que c'est? C'est la tension au bornes de Z3 sur Z3, n'est-ce pas? Et la DDP au bornes de Z3 sur Z3. Voilà, la DDP au bornes de Z3, qu'est-ce que c'est? C'est V1 moins V2. Voilà, donc on écrit I1 égale à V1 sur Z1 plus V1 moins V2 sur Z3. OK? Vous suivez? Oui, madame, oui. Voilà, et maintenant, si vous continuez, si vous détaillez encore, vous aurez, donc c'est-à-dire si vous mettez V1 en facteur, vous aurez 1 sur Z1 plus 1 sur Z3 facteur de V1 plus moins 1 sur Z3 V2. C'est-à-dire pour exprimer I1 en fonction de V1 et V2. Même tout qui fait. Donc on aura 1 sur Z1 plus 1 sur Z3. Voilà, c'est ce que j'ai noté ici normalement. Hein.
Voilà. Donc, c'est Y1V1 plus Y3. Attendez. Y3V1 moins V2. Ce que j'ai appelé ici Y1, il y a 1 sur Z1. Et Y2, c'est 1 sur Z2. Et 1 sur Z3, c'est Y3. Je les ai appelés comme ça. D'accord? Voilà. Et donc, vous aurez ceci en fonction des éléments Y. C'est-à-dire que là, oui, donc là, voilà. C'est-à-dire que là, Z1, c'est Y moins 1, Y1 moins 1, Z3, c'est Y3 moins 1, et Z2, c'est Y2 moins 1. OK? Voilà. Maintenant, on arrive donc à déterminer les éléments Y11 et Y12. Et de la même façon, on peut exprimer donc I2. Alors, on va voir est-ce que si vous avez bien compris. I2, ça va être quoi? I2. Très bien. Ah bon. V1 moins V2. Non, mais V2 moins V1, parce que le sens a changé. voilà, c'est V2 moins V1. Regardez, parce que pour nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a, c'est-à-dire I2, c'est quoi? I2, c'est le courant qui passe dans Z2, c'est-à-dire que c'est V2 sur Z2, plus pour moi, I2, il va se diviser en deux. Et donc, le sens, attendez que je le représente. Voilà, le sens du courant ici, il va être comme ça. D'accord? Je vous ai peut-être induit en erreur en représentant ce courant comme ça, mais en tout cas, voilà. Quand le courant, quand je raisonne, c'est-à-dire en fonction de I2, je dirais que I2, c'est le courant. Il se divise, c'est I2 qui se divise en deux. Donc, avec ce courant que j'ai représenté là, le courant que j'ai représenté en rouge, c'est moins I. C'est tout. D'accord. Donc, ça va être V2 sur Z2 plus V2 moins V1 sur Z3. OK? Voilà. Maintenant, pardon. Maintenant, voilà, on a déduit donc, regardez, I2, c'est Y2V2 moins I, etc., etc. Vous retrouvez donc ces expressions. Alors, remarquez bien que Y12 égale à Y21 égale à moins Y3, on a trouvé ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, répondez-moi si Y12 est égal à Y21. Non, non, non. Réciproque. Réciproque. C'est les éléments de la deuxième diagonale. C'est les éléments de la deuxième diagonale. D'accord. Alors, c'est les éléments de la deuxième diagonale. Ce sont ces éléments-là. Attendez. Alors, les éléments de la deuxième diagonale. Ah, d'accord. Ça, c'est les éléments de la deuxième diagonale. Et je vais changer de couleur. Ces éléments-là, ce sont les éléments de la première diagonale. OK? Mais en fait, ce qu'on remarque ici, qu'on a affaire à des éléments de même nature. C'est-à-dire que là, il s'agit il s'agit des admittances. Il s'agit d'admittance, c'est-à-dire Y11 c'est une admittance, elle dit admittance, admittance, admittance. Et pour la matrice impédance, kiff, on avait des éléments impédance, c'est-à-dire on avait affaire à des impédances de même nature. OK, quand je dis de même nature, il s'agit
bien, ils ont la même unité, donc ils sont de même nature. Voilà, maintenant, ce quadrupole est réciproque du moment que Y12 égale à Y21. Et puis, regardez, Y11 égale à Y1 plus Y3 et Y22, c'est Y2 plus Y3. Alors, que remarquez-vous? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Voilà, s'ils sont égaux, à ce moment-là, on dira que c'est un quadrupole symétrique. Donc, s'ils sont égaux, Y11 serait égal à Y22 et donc le quadrupole serait un quadrupole symétrique. Voilà. Donc, maintenant, on va voir l'autre méthode, c'est-à-dire, celle-là, c'est une méthode, si vous voulez, méthode directe. Directe, ça veut dire que à partir du circuit, vous essayez d'exprimer V1 en fonction de I1, en fonction de V1 et V2, ou voilà. Maintenant, la méthode 2, elle consiste à quoi? En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ce qu'il y a ici. On va dire, lorsque la sortie est court-circuitée, d'accord? Donc, je court-circuite ici. Regardez, j'ai court-circuité la sortie pour déterminer les deux éléments de la première colonne, qui sont Y11 et Y21. D'accord? Regardez, j'ai court-circuité ici. Je vais là. Là, j'ai court-circuité la sortie. Vous voyez, j'ai court-circuité la sortie. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Y11, c'est I1 sur V1. C'est I1 sur V1 lorsque cette sortie est court-circuitée. Bon, regardez, quand je court-circuite la sortie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand je court-circuite la sortie? Qu'est-ce que j'aurai ici? Regardez, quand je court-circuite une résistance ou bien une impédance, le courant, c'est-à-dire c'est le court-circuit qui l'emporte. Le courant ne passera pas dans Z2. Très bien, le courant ne passera pas dans Z2. Et donc comme si le I2, là, je le retrouve ici. Vous voyez, c'est ce que j'ai représenté ici. Le courant I2, il ne va pas se diviser par là et par là. Là, il n'y aura rien du tout. Dans Z2, il n'y aura aucun courant qui passera dans Z2. C'est un circuit ouvert. Alors I2, il va donc circuler comme ça, il va traverser Z3. Ça sera le courant I2, je le retrouve ici. Il parcourt aussi Z3. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez. Moi, j'ai Y11 égale à I1 sur V1 pour V2 égale à 0. Alors, I1 sur V1. Alors, I1 sur V1 pour V2 égale à 0. Donc, regardez ici, ce point-là, là où j'ai mis le spot, comme si ici, qu'est-ce que j'ai? C'est la Terre en fait, hein, d'accord. Donc là, c'est la Terre. La tension nulle, partout vous avez, là, c'est la tension nulle. OK. Donc, les deux impédances, Z1 et Z3, elles sont placées en parallèle. Est-ce que vous arrivez à voir? Très bien. Alors, Z1 et Z3, elles sont en parallèle et donc elles seront parcourues par le même courant. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre Z1 et Z3 ensemble, c'est-à-dire, je vais chercher l'impédance équivalente. L'impédance équivalente de Z1 et Z3, d'accord? Donc, j'aurai Y1 plus Y3, puisqu'on a affaire à une admittance, donc je peux ne pas passer par les impédances, et donc
le courant I1, ça va. Oui? Non, 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 non. C'est pas Z1 et Z3. C'est l'impédance équivalente. L'impédance équivalente des deux qui est parcourue par le même courant. Voilà. Mais ne raisonnez pas en termes d'impédance équivalente. Raisonnez plutôt en termes de branches. Alors, le courant I1, d'accord? Le courant I1, qu'est-ce que c'est? C'est V1 sur Z1, yak, plus V1 sur Z3. I2, il y a alors plus V1 sur Z3. Le courant I1. Est-ce que vous me suivez? Voilà, le courant I1, il se divise en deux. D'accord? Donc, il se divise en moins I2, le courant dans l'autre sens, hein, c'est en moins I2 plus le courant IZ1. Alors, IZ1, c'est quoi? C'est V1 sur Z1 et le courant moins I2, c'est V1 sur Z3. Est-ce que vous voyez? Clair. Vous voyez, et les autres? Est-ce que c'est clair pour les autres qui sont là? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? On écoute trop. Vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Donc, vous avez Y1 plus Y3. D'accord. Maintenant, pour Y21, c'est I2 sur V1 pour V2 égale à 0. Alors, Y21, c'est I2 sur V1. Alors, I2 ici, ce n'est rien d'autre que quoi? Donc, si vous voyez, c'est moins V1 sur Z3. C'est clair. Le courant I2, c'est moins V1, parce que le V1, il est dans, je vais le représenter, attendez. Là. Le V1, finalement, il est comme ça. Le V1 aussi, il est égal à ça. Pourquoi? Parce que ici, vous avez la masse, vous avez la Terre. Ici, là, c'est la Terre. Là, c'est la tension zéro. C'est-à-dire, parce que tout ceci est relié. Regardez, tout ceci est relié. Donc, partout, là, c'est la Terre. D'accord? Voilà, donc, le courant I2, c'est moins V1 parce qu'ils sont dans le même sens. Donc, c'est pas. Alors, c'est moins I2, c'est moins V1 sur Z3. Et donc, c'est moins Y3. D'accord. Voilà, ça, c'est concernant les deux termes de la première colonne, c'est-à-dire Y11 et Y21. Maintenant, on va passer aux deux autres termes, c'est-à-dire Y12 et Y22. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, qu'est-ce qu'on fait? On court-circuite l'entrée. On court-circuite l'entrée et on va déterminer, alors I1 sur V2, ça fait V1 égale, lorsque V1 égale à 0, et Y22, I2 sur V2 pour V1 égale à 0. Alors I1 sur V2, alors regardez ici, quand je court-circuite l'entrée, j'aurai ici, attendez, je vais utiliser ça. Alors, quand je court-circuite l'entrée, je vais chercher I1 sur V2. Alors, I1 sur V2. I1
Alors, le courant I1, je le retrouve ici, puisque là, j'ai court-circuité. Donc, il y aura circuit ouvert ici. Z1 ne sera parcouru par rien du tout, donc aucun courant. Alors, I1, je le retrouve ici. Et moi, je veux déterminer I1 en fonction de V2. Alors, V2, ça va être ceci, et ça va être aussi celui-là. V2, ça va être aussi celui-là. D'accord. Donc V2, c'est ça. Et V2 aussi, c'est la tension bande de Z3. Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche I1 en fonction de V2. Alors, I1, qu'est-ce que c'est? C'est le courant qui passe dans Z3. La tension, elle est dans le sens, donc je retrouve un signe moins. Donc, ça sera V2 sur I1. Voilà. Donc, I1, c'est 1, c'est moins. C'est ça, moins 1 sur Z3 qui représente Y3. D'accord. Maintenant, pour Y22, alors pour Y22, qu'est-ce que c'est? C'est I2 sur V2. Bon, I2 sur V2 pour V1 égale à 0. Alors, I2, qu'est-ce que c'est? C'est le courant qui passe dans Z2, ça fait V2 sur Z2 plus V2 sur Z3. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et donc, on retrouve directement 1 sur Z2, yani I2 sur V2, on retrouve 1 sur Z2 plus 1 sur Z3 qui représente 1 sur Z2 c'est Y2 et 1 sur Z3 c'est Y3. Voilà. Et donc, on retrouve exactement les mêmes résultats que nous avons déjà déterminés en utilisant la première méthode. Donc là, il y a deux méthodes. Laquelle utiliser, ça dépend de votre circuit. Si vous voyez directement, c'est-à-dire si ça vient comme ça, juste en écrivant une équation de Maille ou l'équation au nœud, vous avez vos éléments, c'est bon, c'est tant mieux. Si c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait appel à cette deuxième méthode. Voilà, la deuxième méthode, lorsque le circuit est assez complexe. En tout cas, vous allez voir dans la série 2, il y aura quand même des circuits, des quadripoles, assez compliqués. Donc, vous voyez pas du premier coup. Vous devez donc vous allez faire recours à cette méthode, à la deuxième méthode, qui est plus sûre, elle est plus sûre. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fini avec ça, je vais vous montrer maintenant des quadripoles particuliers. Par exemple, celui-là, c'est un quadripole en T, d'accord? Mais écoutez, il est formé d'une seule impédance comme ça. Alors, ce quadripole-là, si on veut déterminer les éléments de la matrice impédance, bien, si on veut déterminer la matrice impédance, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, c'est très simple. Regardez, V1 égale à quoi? V1 égale à quoi? Répondez-moi, s'il vous plaît. Voilà, là, comment? C'est ZI1. V1? Dans ce cas, ZI1 plus I2? Plus I2. Justement, je viens de découvrir une erreur ici que j'ai faite. I2 est dans le sens contraire. Attention. D'accord. Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui. Non. On a tout à fait. Au départ, on a pris la convention, la convention d'un quadripôle récepteur, de façon à ce que les deux courants entrent dans le quadripôle. D'accord. Donc là, j'ai détecté une erreur là. Alors, essayez de la corriger. Je ne sais pas comment vous allez faire, Agrari, pour corriger avec vos camarades. Comment vous allez faire? Mais on ne peut pas changer directement sur le document. Attendez, je vais voir. Je vais essayer de le corriger. Mais là, il y aura un document qu'on va appeler corrigé, ou bien document final ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez
Yani, jeter le premier document et utiliser Hadaya. D'accord, je vais noter. D'accord. Donc, nous sommes à la page 8, yeah? Page 8. Voilà. Donc, je vous demande maintenant, bon, là, donc le courant, il est dans le sens contraire. Et à ce moment-là, V1 égale à quoi? Égale à Z1, Z, pardon, multiplié par I1 plus I2. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Très bien. Oui, c'est Oui. V1 égale Z1 plus Z1 Z fois I1 plus I2. Très bien. Avec V1 égale à V2. Comme vous le constatez, il n'y a aucun élément entre donc qui sont, c'est-à-dire V1 égale à V2. Oui, V1 égale à V2. Très bien. Donc, si vous écrivez V1 égale à Z, I1 plus V2. V1 égale V2, donc on aura V2 égale à Z, I1 plus I2. Donc, on aura une matrice. Comment on appelle cette matrice? Oui? Moi aussi, j'ai perdu le. Enfin, je pense que c'est une matrice. Bon, matrice carrée, non, je sais pas. C'est une. Enfin, vous avez le même élément. Elle est constituée du même élément, d'un même élément. Donc, en mathématiques, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous devriez chercher, hein? D'accord. Voilà, je vous chercher. Vous allez me répondre la prochaine fois, ou bien par mail, pourquoi pas. Alors. Voilà, donc vous avez V1, V2 égale à Z et 1, I2. OK. Donc là, c'est clair, on a pu établir les éléments de la matrice impédance. Maintenant, cette matrice impédance, ils peuvent être déduites, ces éléments, on peut les déduire en utilisant la deuxième méthode. D'accord. Mais en considérant qu'on a affaire à un quadrupole en T. OK. Donc, ce quadrupole particulier, on le considère comme un quadrupole en T et non pas en pi. Ce n'est pas un quadrupole en pi, c'est un quadrupole en T. Et voilà, donc on peut déduire ces éléments, comme je viens de le dire, en utilisant la méthode 2 que je vous ai montrée tout à l'heure. Maintenant, deuxième remarque, c'est que ce quadrupole ne possède pas de matrice admittance. Vous savez pourquoi? On avait dit tout à l'heure que Z, le produit Z, Y, des deux matrices égale identité. N'est-ce pas? Donc, la matrice Y, c'est l'inverse de Z. N'est-ce pas? Et je sais que dans ce cas, c'est-à-dire, vous savez déduire la matrice inverse d'une matrice? Comment vous faites? Les éléments, ces éléments, comment ils sont? De Gauss. Oui, non, vous ne m'avez pas compris. Y, c'est la matrice inverse de Z. Yeah? Voilà. Donc, Y11, par exemple, le premier, c'est-à-dire le premier élément de la première colonne, il est égal à quoi en fonction des éléments de la matrice impédance? Z-1. Comment? C'est Z-1. Attendez, je donne la parole à... Oui, oui. Y11 égale à Z11 moins 1. Z11 moins 1, c'est comme ça qu'on fait? Non, c'est 1 sur Z11. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est son inverse. C'est la matrice inverse, mais comment déduire les éléments de la matrice admittance? C'est pas comme ça, hein, c'est pas l'inverse des éléments directement.
Est-ce que vous avez, Oui. est-ce qu'en mathématiques, vous avez traité les matrices? Oui, on a traité les matrices. Hein? Comment? Oui, comment vous faisiez pour une matrice inverse? Justement, oui, oui. Alors, écoutez, je vous demande de revoir yani, la matrice inverse. Comment déterminer ces éléments? D'accord? D'accord. Voilà. Donc, Thomas, vous avez une matrice Z, 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 Z. Voilà. Vous avez la matrice impédance qui est d'ailleurs qui est composée d'un seul élément, c'est-à-dire le même élément qui se répète. D'accord? Je vous demande, alors la matrice inverse de cette matrice, en fait, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est pour cela qu'elle n'existe pas. Vous savez, les éléments de la matrice Y, par exemple Y11, ça va être Z moins Z ou quelque chose comme ça. Donc, il y aura pratiquement 1 sur Z moins Z ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, je vous demande de revoir la matrice qui est constituée d'un seul élément, yani, qui se répète. Bon, c'est une matrice carrée et dont l'élément est le même. Son appellation, comment elle s'appelle. Et deuxième chose, matrice inverse d'une matrice. OK? D'accord. Voilà, je vous demande de revoir ça. En tout cas, vous allez trouver une forme indéterminée. C'est pour cela que la matrice admittance de cette matrice n'existe pas. Bon, maintenant, voilà, on va voir un deuxième cas, c'est-à-dire un deuxième quadrupole particulier. Donc, le deuxième quadrupole particulier, c'est celui-là. C'est celui-là. Okay. Alors, il est constitué d'une seule impédance. Donc, I1, I2, V1, V2. Voilà, là, je ne me suis pas trompée. Et là, vous avez donc ce quadrupole. On nous demande de déterminer les éléments de la matrice admittance. D'accord? Bon, pour les éléments de la matrice admittance, il est clair que I1, le courant I1, en fonction de V1 et V2, qu'est-ce que c'est? Alors, Agrari, mademoiselle Agrari. Oui, mais non, oh là là, j'aurais dû cacher ceci, j'aurais dû faire ça. Attendez, je vais faire ça. Attendez, je vais faire ça. Voilà, comme ça. Alors, I1 égale à quoi? Ah, très bien. J'espère que tu sais bien pourquoi. Yak. OK. Donc, c'est V1 moins V2 sur Z. OK, classe. Donc, à ce moment-là, on a pu déterminer les éléments de la matrice admittance. Du moment que pour la matrice admittance, je vais écrire I1 en fonction de V1 et V2, et je vais écrire I2 en fonction de V1 et V2. Là, quelle est la différence, quelle est la relation, pardon, entre I1 et I2? I1 égale à moins I2. Très bien. Et donc, voilà, donc il suffit juste d'affecter le signe moins ici. Et donc, vous aurez cette matrice admittance. OK? Donc, en définissant bien sûr ici Y. Y qui est égal à 1 sur Z, tout simplement. Voilà, donc nous avons établi les éléments de la matrice admittance. Maintenant, là, c'est clair que... Oui, oui. Très bien, quadripole et non pas dipole. Vous avez dit dipole. Oui, oui, très bien. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je peux me tromper. L'erreur est humaine. Je sais que des fois, je veux dire quelque chose et je dis complètement le contraire. D'accord, ça peut arriver. Alors, regardez. Il est symétrique et il est réciproque. Oui. Monsieur Sofiane.
Vous êtes avec nous? Hmm? Oui, je suis là. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, il n'y a pas de question. Ok, d'accord. Alors, maintenant, on a exprimé l'équation, yani la matrice admittance. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que de même, cette matrice ne possède pas une matrice impédance. D'accord? Cette matrice ne possède pas une matrice impédance. Et vous pouvez le vérifier. Hein. Donc, c'est un travail que vous allez faire. Moi aussi, je vais chercher les éléments de la matrice inverse. Et puis, les éléments de la matrice d'admittance peuvent aussi être déduits en considérant ce quadrupole en pi. Donc, écoutez, je vous ai montré deux méthodes pour déterminer les éléments de la matrice impédance ou admittance. Donc, la première méthode, c'est une méthode directe, si vous voulez. Vous allez déduire directement à partir de... vous écrivez soit le courant, soit la tension et vous tirez vos équations. Et puis, la deuxième méthode, en court-circuit, où là, on ouvre soit la sortie, soit l'entrée. Et là, pour ce quadrupole, eh bien, on utilise le quadrupole en pi pour déduire les éléments de la matrice admittance. Voilà, donc nous avons vu les deux, donc jusque-là, on a vu la matrice admittance, la représentation aussi admittance, même avec les schémas équivalents. Et maintenant, on va voir la troisième matrice qui s'appelle la matrice hybride. Alors, la matrice hybride, pourquoi hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un mélange, c'est pas de la même nature. Eh bien, c'est le cas justement. C'est-à-dire que les éléments de la matrice hybride, on peut tomber sur une impédance, on peut tomber sur une admittance, on peut avoir un gain en tension ou bien un gain en courant. Donc les éléments, ils sont pas de même nature. Ok, par comparaison avec la matrice admittance et la matrice impédance. Ok, les éléments de la matrice impédance, c'est des impédances. Les éléments de la matrice admittance, c'est des admittances. Par contre, les éléments de la matrice hybride, ils sont hybrides, ils ne sont pas de même nature et vous allez voir. Maintenant, le schéma équivalent, c'est ceci. C'est-à-dire que pour la matrice hybride, on va donner I1. Ou bien, attendez, on va donner V1 en fonction de I1 et V2 et I2 en fonction de V1 et de V1 et donc I2 en fonction de V1 et I2. D'accord? Donc, je répète. On va exprimer V1 en fonction de I1 et V2 et on va exprimer I2 en fonction de I1 et V2. D'accord? Maintenant, donc, à l'entrée, nous avons une maille et à la sortie, nous avons un nœud. À l'entrée, je vais exprimer V1, ça va 3, V1, c'est H11I1 plus H12V2. Et à la sortie, oui, oui. Comment? Oui. Non, 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 c'est plus H12 multiplié par V2. Elle est donnée comme ça. C'est une... Pardon? C'est la force électromotrice de cette source de tension. Voilà. Donc, ça va être, c'est H11I1 plus H12V2. Voilà. Et à la sortie, je vais exprimer le courant I2. I2, donc, il se divise en deux. Alors, le premier courant, qu'est-ce que c'est? C'est H22. 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 Pardon. H22. Non, non, c'est. Non, non, non. Bon, c'est H21I1 plus H22V2.
H22, V2. Et H22 ici, qu'est-ce que c'est? C'est une admittance. D'accord? Regardez. Vous allez voir ici. Bon, on a dit V1 égale à H11 I1. Voilà. V1, c'est quoi? C'est H11 I1 plus H12 V2. Je ne sais pas si je peux avoir comme ça le... c'est dommage, je ne peux pas avoir les deux, mais bon. V1 égale à H11 I1 plus H12 V2. Est-ce que V1, c'est clair? Voilà. Maintenant, pour I2, c'est H21 I1. C'est la source de tension, de courant, elle est donnée comme ça, elle s'est dirigée vers le bas. C'est H21 I1 plus ce courant. Et ce courant, qu'est-ce que c'est? C'est H22 V2. Pardon, c'est H22 V2. C'est H22, oui. Ah, d'accord. Non, écoutez. Ce qu'on représente ici, c'est une impédance. Telle qu'elle est, H22 moins 1, c'est une impédance. Est-ce que tu... Attendez. Je vais vous dire une chose. Quand je représente comme ça, voilà. Attendez, je vais utiliser les annotations. Voilà. Quand vous avez un élément comme ça, comme H11, d'accord? Vous suivez? Voilà. Quand vous avez un élément représenté, donc le schéma, c'est ce qu'on appelle le schéma électrique. Le schéma électrique est représenté comme ça, et l'élément, donc normalement, quand je donne ce que je donne ici, que ce soit Z ou H ou l'autre, ce que je donne ici, c'est une impédance. Est-ce que tu as compris? Voilà. Maintenant, si tu trouves que, par exemple, attendez, je ne sais pas si on a vu, certainement je l'ai fait en cours, mais quand tu veux parler, toi, tu as une admittance. Tu as une admittance, mais tu as une admittance. Comment tu représentes une admittance? On écrit, quand je représente une admittance, qu'est-ce que je fais? J'écris, je représente donc l'élément comme ça, j'écris Y et je mets moins 1. Pourquoi le moins 1? C'est pour dire que j'ai affaire à une, c'est-à-dire c'est pour, parce que ce que je représente, je dois représenter une impédance. On n'a pas un schéma électrique pour une admittance. Donc, si je veux mettre en évidence l'admittance, j'écris Y, juste pour la mettre en évidence, et je mets moins 1. Voilà, c'est tout. Donc, c'est le cas ici. C'est pour dire que le H22 moins 1, tel qu'il est comme ça, H22 moins 1, c'est une impédance. Heavy, c'est une impédance, d'accord. Mais pourquoi j'ai mis H22, c'est pour dire que le H22 Hadaya, c'est une admittance. La valeur que j'ai, enfin le paramètre que j'ai, c'est une admittance. Voilà. Maintenant, je continue. Donc, vous avez V1, c'est H11I1 plus H12V2. H12V2, c'est une force électromotrice. Vous avez une source de tension. Et là, vous avez H21I1. C'est quoi? C'est une source de courant, d'accord? Et voilà, elle est donnée par le courant H21I1 débité par cette source. Et H22 ici, c'est une admittance. Voilà, donc là, vous avez vraiment un mélange. Regardez. H11, c'est V1 sur I1, lorsque V2,
égale à 0. D'accord. Yani sortie en circuit ouvert. Donc H11, ça représente quoi, Agrari? Très bien, c'est V1 sur I1, donc c'est une impédance, c'est l'impédance d'entrée pour V2 égale à 0, donc sortie en circuit ouvert. Je passe maintenant à H21. H21, c'est I2 sur I1 pour V2 égale à 0. Donc on cherche les éléments de la première colonne parce qu'en fait, on a sorti en circuit ouvert. Donc H21, c'est quoi? C'est I2 sur I1. Et ça représente quoi, Agrari? Non, non, on l'a pas encore vu cette année, d'accord, on l'a pas encore vu. Je crois qu'on l'a vu peut-être en TD, je sais pas. En tout cas, c'est un gain en courant. C'est le gain en courant. Très bien, c'est le gain en courant. C'est le courant de sortie sur le courant d'entrée. C'est-à-dire, on va voir quel est, si vous voulez, le pourcentage du courant d'entrée et de sortie par rapport au courant d'entrée. Donc, c'est le gain. On l'appelle le gain en courant. D'accord. Voilà, donc nous avons une impédance, nous avons un gain en courant, et puis on va passer maintenant aux éléments de la deuxième colonne. Alors, I1 maintenant, pour I1 égale 0, donc à entrer en court-circuit. Donc en court-circuit l'entrée, on détermine H12. Alors H12, qu'est-ce que c'est? C'est V1 sur V2. Alors V1 sur V2, ça représente quoi? Mais c'est ça, c'est le gain en tension inverse. Il est inversé. Voilà, c'est le gain inverse en tension. Très bien. Et H22, c'est I2 sur V2. Qu'est-ce que c'est I2 sur V2? Non, c'est l'inverse. Mais que représente l'inverse d'une impédance? C'est une ad. Voilà, c'est l'admittance de sortie lorsque l'entrée est en court-circuit. Très bien, donc tu arrives, Agrari, à définir en fait tous les éléments de la matrice hybride. Alors, comme son nom l'indique, c'est la raison pour laquelle justement on l'appelle hybride. Donc on a affaire à, regardez bien, on a affaire à une impédance, on a affaire à une admittance, on a un gain en courant et un gain inverse en tension. Donc vous avez vraiment, on voit de tout. D'accord. Donc là, c'est une matrice hybride. Là, il ne s'agit pas de dire que c'est une matrice réciproque ou symétrique, ça n'a rien à voir parce qu'on n'a pas affaire à une même nature. Voilà, même nature. D'accord. Donc là, hors de question de parler de symétrique et de réciproque. Voilà. Maintenant, voici donc on a déterminé les éléments. Voilà, sortie en court-circuit V2 égale 0, on déduit H11 et H21. J'ai défini chaque élément ici de la matrice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai fait une remarque. J'ai dit les matrices hybrides sont utilisées en particulier dans l'étude des transistors. Oui. En fait, dans les transistors, pratiquement, on ne va utiliser que, elle est très très utilisée cette matrice hybride. Dans les transistors, on parle beaucoup de ça et on l'utilise beaucoup pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc voilà, maintenant on va voir la matrice chaîne. La matrice chaîne, on ne va pas la voir, on va beaucoup plus utiliser matrice impédance, admittance ou hybride. D'accord, la matrice chaîne, je vous la présente juste pour en fait, vous devez savoir que ça existe, quoi. Donc, dans cette représentation, déjà, la convention, on change de convention aussi. Il y a ce qu'on appelle convention, je crois,
elle a une appellation, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas, transducteur ou quelque chose comme ça. Donc, le courant, regardez, le courant d'entrée, il est, attendez, je vais... Hein, le courant d'entrée, il est entrant, le courant de sortie, il est sortant, cette fois-ci. C'est ça la convention à suivre dans les matrices chaînes. D'accord. Et pour cette matrice, bon, vous avez V1 et I1 en fonction de V2 et I2. Les éléments A11, A12, A21 et A22. On va essayer de définir chacun de ces éléments. Alors, A11, regardez, A11 c'est V1 sur V2 lorsque I2 égale à 0. Et A21 c'est I1 sur V2 lorsque I2 égale à 0. Alors A11, V1 sur V2, ça représente quoi? Très bien, c'est le gain en tension inverse, on l'appelle ainsi. A21, c'est I1 sur V2. Oui, c'est une admittance de transfert inverse, puisque c'est, voilà, d'accord, c'est une admittance inverse. Maintenant, pour A12, oui. Inverse, très bien. Voilà. Alors, A22, I1 sur I2. Très bien, voilà. Vous avez donc défini les éléments. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire à propos de cette représentation chaîne. Il y a aussi une remarque à faire, c'est que cette représentation est utilisée dans l'association en cascade de quadripoles. Quand vous avez une association de plusieurs quadripoles en cascade, en cascade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paramètres de sortie du premier quadripole eux-mêmes constituent les paramètres d'entrée du deuxième quadripole. Donc, un deuxième quadripole comme ça et ainsi de suite. Donc, cette représentation, elle est en fait pratique. Elle est pratique dans l'association en cascade, la matrice chaîne. D'accord? Voilà. Bon, oui, Agari. Très bien. Alors maintenant, on va voir les associations de quadripoles. Les associations de quadripoles, on peut les associer en série comme on peut les associer en parallèle. D'accord. Donc l'association en série consiste à quoi? Donc vous avez les deux quadripoles, d'accord? La tension alors ce qui est en rouge ici, donc attendez que je représente. Ce qui est en rouge, c'est le quadripôle équivalent. Je l'ai mis ici en petit là. D'accord? Donc, ce qui est en rouge, c'est le quadripôle équivalent. Alors, le quadripôle, les paramètres du quadripôle équivalent, c'est quoi? Vous avez le courant, ici, c'est le même, qui circule dans Q' et dans Q second. Donc, vous avez deux quadripoles. Le premier, c'est Q', le deuxième, c'est Q second. Alors, le courant, il est le même, d'accord? Et la tension, c'est-à-dire la tension du quadripôle Q, c'est la somme des deux tensions ici. C'est V'1 plus V second. Et de même, en sortie, I2, c'est le même, d'accord? I2, c'est le courant, c'est-à-dire les deux quadripoles, pour nous, ils sont branchés en série. Donc, le courant de sortie est identique, est le même, mais la tension, on l'additionne. D'accord? Donc là, le courant est le même, le courant d'entrée qui circule dans Q', il circule dans Q second, ils sont
branchés en série. Le courant I2 kiff à la sortie, donc ils sont parcourus par le même courant. Par contre, la tension, c'est la somme. C'est la somme, d'accord. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Regardez. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, V', donc pour le quadrupole Q', j'ai appelé son vecteur tension V'1, V'2. Et puis, le courant, c'est le même, I1, I2. Même pour le deuxième, c'est I1, I2. Donc là, c'est Z'. Pour le quadrupole Q second, d'accord, attendez. Donc pour le quadrupole Q', c'est le vecteur V, c'est Z', I1, I2. Et le quadrupole Q second, c'est V second, parce que c'est une autre tension, V second 1, V second 2. Donc c'est Z second, I1, I2. C'est le même courant. D'accord. Alors quand je veux trouver les éléments de la matrice que je vais appeler Z du quadrupole équivalent, c'est-à-dire à l'association des deux quadrupoles qui sont donc branchés en série, ça va être V1, V2, j'ai appelé la tension V1, V2 du quadrupole équivalent, ça va être Z' plus Z second, I1, I2, et donc c'est Z, I1, I2. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? V1, c'est V' plus V second, et V2, c'est V'2 plus V second. Voilà. Et donc, on aboutit à cette relation. C'est-à-dire que on va déduire que dans le cas d'une association série et entre quadrupoles et dont nous disposons de leur matrice impédance, le premier Z', le deuxième Z second, eh bien, la matrice impédance équivalente c'est-à-dire du quadrupole équivalent de ces deux quadrupoles associés en série, ça va être la somme des deux impédances. Donc Z, c'est Z' plus Z second. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, ici, oui. Ici, oui, de préférence. Oui, parce que comment vous allez faire l'addition dans ce cas? Vous savez, maintenant, pour additionner, donc faire la somme d'une matrice, de deux matrices, comment vous faites? Donc c'est élément par élément. Et donc voilà, c'est une représentation matricielle et vous utilisez donc c'est un calcul matriciel. Alors il y a une autre association en parallèle. Alors dans ce cas, comme donc pour les dipôles par exemple, quand j'ai affaire à une association, à une association en parallèle, la tension est la même et le courant se divise. Donc c'est la même chose. Alors vous avez deux quadrupoles. Le premier, il est défini par sa matrice admittance Y'. Le deuxième, il est défini par sa matrice admittance Y second. Donc, le premier, c'est I1, I'1, I'2. Le deuxième, I second 1, I second 2. Mais la tension, elle est la même. Elle est la même. C'est V1, V2 et V1, V2 ici. Donc, l'association de ces deux quadrupoles, donc le courant finalement I1, ça va être la somme. D'accord? Le I1, c'est I'1 plus I second 1. Et I2, c'est I'2 plus I second 2. Et donc, regardez ici dans la représentation, voilà, le quadrupole équivalent, attendez que j'utilise les annotations. Voilà, regardez, ce qui est en rouge ici, c'est le quadrupole équivalent. Ce qui est en rouge, c'est le quadrupole équivalent, j'ai mis ici Q. Et vous avez le courant qui se divise en I1 dans celui du premier quadrupole de Q', et le deuxième courant, il concerne Q second. D'accord? Donc voilà, là, vous avez un nœud et vous avez donc le courant qui se divise en I'1 et I second 1. Mais la tension, elle est la même, c'est-à-dire que V'1.
Voilà, égal à V1 du quadrupole équivalent. De part et d'autre, c'est-à-dire à l'entrée et à la sortie. À la sortie, kiff. Donc, vous avez I2 qui se divise en I'2 et en I second 2. Et la tension V2, regardez, V'2, elle est égale à V second 2. Regardez, les bornes Hadouma, elles sont reliées. Regardez, elles sont reliées, donc il s'agit de la même tension et elle est identique à V2. Voilà. Donc c'est une représentation, c'est une association parallèle. C'est comme pour les dipôles, c'est-à-dire la tension, elle est maintenue, c'est la même, mais c'est le courant qui se divise. Et donc pour le quadrupole équivalent ici, vous aurez, pour le quadrupole équivalent, donc I1, I2, ça va être la somme des matrices admittance. C'est Y' plus Y second, V1, V2, et donc c'est Y, V1, V2. Ceci, on l'obtient en utilisant ces deux expressions pour les courants. D'accord, c'est la somme, c'est-à-dire I1, c'est I'1 plus I second 1, et I2, c'est I'2 plus I second 2. On arrive à établir cette relation. D'accord. Donc, pour le quadrupole Q, équivalent, c'est la somme. Donc, sa matrice admittance, c'est la somme des matrices admittance. Voilà. Donc, on déduit que la matrice du quadrupole Q équivalent à l'association des deux quadrupoles en parallèle, elle est égale à la somme des deux matrices admittance. Maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant cette association? Ok, très bien. Vous êtes qui est resté avec moi? Donc nous sommes, vous êtes deux. Melek, je ne sais pas si Melek, est-ce que vous êtes là? Melek? Je suppose, je ne sais pas. En tout cas, elle ne dit rien du tout. Donc, bon, pardon. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va voir une toute dernière association qui est pratique surtout dans la représentation chaîne. D'accord? Là, pour les matrices chaînes, là, quand on a une association en cascade. Donc, voilà, cette association, on l'appelle association en cascade. Donc, vous avez, c'est-à-dire la sortie du premier quadrupole, c'est la deuxième. Très bien. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle une association en cascade. C'est une ou là, on chaîne. Hein, voilà. Mais voilà. Et là, c'est ce qui est favorable, j'allais dire, la représentation favorable ici, c'est la matrice chaîne. On utilise la matrice chaîne. Donc là, regardez. Par exemple, en matrice chaîne, comme je l'ai dit, on a le vecteur V1I1 en fonction de V2I2. Donc pour Q', bon, je ne sais pas si là, je peux avoir le tout. Ah, très bien. Voilà. Donc pour Q', donc V1I1 en fonction de V2I2. Et Q second, il va me donner V2I2 en fonction de V3I3. Et donc, le quadrupole résultant, le quadrupole équivalent, va me donner V1I1 en fonction de V3I3. Voilà. Et la matrice équivalente, dans ce cas, à l'association en cascade des deux quadrupoles, ça sera le produit des deux matrices. Ça sera A', produit, donc A second. D'accord? C'est le produit des deux matrices. C'est clair? Voilà, donc très bien. Merci beaucoup, Agrari. D'accord? Je vous en prie, j'espère que tu ne vas pas partir toi aussi.